bonjour. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette petite interview te concernant. Toi, tu as quand même pas mal d'actualités ces derniers temps, tu as quand même une démarche qui est pas mal intéressante et bien ancrée déjà. Et puis je crois que, je t'ai jamais vu interviewer pour l'instant. Non, en vidéo du moins. Non, pas en vidéo effectivement. Voilà, du coup c'était l'occasion, une petite grande première. Donc on va commencer tout simplement par rappeler un petit peu ton parcours si tu veux bien et puis partir sur le biais de l'expérience clé parce que c'était l'angle d'attaque que je trouvais un peu intéressant parce que finalement ta biographie on la retrouve sur ton site de toute manière donc voilà. Alors dis-moi tout, le moment clé qui t'a fait venir à l'ésotérisme. Très sincèrement je pense pas qu'il y en ait. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, autant que je me souvienne, j'ai pas eu vraiment de moment clé qui était pour moi une révélation qui m'ait fait dire allez, je me lance, ça y est, l'ésotérisme, c'est ce qui me plaît. Même pas un déclic, un moment... Non, c'est venu vraiment de manière progressive ouais. en fait. Quand j'étais plus jeune, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est civilisation ancienne, donc la plupart des religions un petit peu méconnues, notamment du côté de Sumer et de la Perse. Et c'est des choses qui m'intéressaient énormément et... finalement, de fil en aiguille, en m'intéressant, en découvrant finalement leur culture, leur religion, et en m'apercevant qu'il y avait des liens étroits justement avec non seulement une mythologie très fournie, très complète, et également toute une pratique qui était à la fois ritualisée dans un cadre religieux. Donc c'était le mélange entre magie et religion était extrêmement présent dans les anciens cultes, et c'est ce qui peu à peu m'a fait découvrir le monde justement de l'ésotérisme, et voilà, je suis tombé comme ça, mais ça a pris beaucoup de temps. D'accord. Ouais, tu expliques sur ton site que ton prof d'histoire de 6e a été un petit peu, si ce n'est déclencheur, du moins émulateur de cet intérêt. Ben voilà, c'est vraiment ça. Je pense qu'à une période... Coucou toi. À une période, c'est vrai que l'histoire était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais pour lequel j'avais pas forcément non plus un attrait phénoménal. Et effectivement, en 6e, les choses ont un petit peu évolué. J'ai cherché la caméra aussi. Ah bah, c'est ça. Et ont évolué grâce à un professeur qui, effectivement, m'a donné tout simplement la passion vraiment de l'histoire et m'a amené à fouiller davantage. S'il devait y avoir une personne à remercier, ça serait à la limite lui, mais on va dire que de manière générale, j'ai pas vraiment d'événement clé. Non. J'ai pas eu une vision apocalyptique de quelque chose, ou j'ai pas eu un don qui s'est révélé d'un coup. Tu n'as pas eu d'épiphanie? Un appel ultime comme ça avec... Après j'ai envie de dire, chacun vit l'appel entre guillemets à sa manière. C'est vrai que moi à partir du moment où les choses ont commencé à me parler, c'est devenu très rapidement une évidence. Comme quoi c'est quelque chose qui guiderait toute ma vie. Maintenant, c'est venu vraiment de manière très lente, ça a mis beaucoup de temps pour venir. Et est-ce qu'il y a un moment qui t'a permis de te dire... Bon, tu y consacres ta vie de toute manière, ça c'était clair pour toi manifestement depuis le début, mais je sais que tu envisageais un autre métier, tout à fait. Bon, exploration des profondeurs. Hein, c'est ça, ça c'est quand j'étais vraiment plus jeune. Voilà, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit non, c'est ça que je veux, je vais y consacrer ma vie, y compris professionnellement, c'est là-dedans que je me lance, c'est sûr. Ouais, c'est quand j'ai eu à peu près, je devais avoir dans les 17 ans, donc ça faisait un peu plus d'un an, un an et demi à peu près, que vraiment je m'intéressais plus en avant sur tout ça, où je commençais à pratiquer. Et c'est vrai que j'ai été vite confronté à un problème, tout simplement que la plupart des jeunes à l'époque de mon âge ont rencontré. Il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de choses, il n'y avait pas de matériel. Le moindre encens coûtait un bras, c'était vraiment quelque chose. On payait 6 € les 10 ou 15 grammes d'encens, c'était monstrueux. Surtout quand on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup d'argent à mettre là-dedans, donc ça a été très très difficile au départ. Et puis finalement, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas commencer une boutique? C'est vrai que j'ai des projets qui se sont construits dans ma tête et je me suis dit, voilà, il va falloir essayer de les réaliser. Le meilleur moyen de commencer, c'est de commencer justement par une boutique. Ça permettra de générer potentiellement des fonds pour réaliser d'autres projets par la suite. Et en même temps, ça permet aussi de créer une communauté, parce que là encore, le second souci, donc il y avait le premier, c'était le fait qu'il n'y avait pas de produit. L'autre souci, c'est que en tant que praticien, on est rarement entouré par beaucoup de gens qui peuvent nous comprendre tout simplement. C'est vrai que la plupart du temps, les gens nous regardent un peu de haut en disant « Oula, c'est quoi encore ce taré ?» Ouais, surtout en ce moment où on est quand même dans une démarche bien cartésienne quand même. Alors pour info, on a le chat. Oui, et qui est en train d'essayer de manger Bon bref, qui mange le matériel. Bon,
Ok, bah donc du coup, en fait, tu réponds un petit peu à ma question suivante, déjà, puisque tu expliques que quelque part, la boutique, ça a toujours été quelque part un premier pas pour toi. Et donc, en fait, quand tu t'orientes finalement vers une maison d'édition, tu savais déjà dès le début que tu allais t'orienter vers quelque chose de ce genre? Pas du tout. Alors vraiment, là, je préfère être sincère, absolument pas. C'est vrai qu'à l'origine, j'avais songé déjà vraiment à créer la boutique. Et je voulais vraiment faire quelque chose d'important à la fois parce que tout simplement mon objectif c'était d'essayer de rassembler au sein de la boutique le plus de monde possible qui partage la même passion que moi, c'est-à-dire que 95% de mes employés à l'époque étaient des gens qui étaient dans le milieu, c'est-à-dire que c'était soit des praticiens en Wicca, soit des gens juste qui s'intéressaient à la magie, on avait une vaudouisante, on avait des choses comme ça, et ça faisait qu'au final j'essayais de créer une seconde famille, entre guillemets, une seconde famille vraiment qui soit le plus proche possible, on essayait de faire beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai que je me disais, bah voilà, si la boutique grandit beaucoup, qu'on arrive à l'étendre au maximum, ça permettra de générer une communauté déjà au sein même de l'Alliance Magique. De fédérer un petit peu. Exactement, voilà. C'est ça, de fédérer au sein même de l'Alliance, d'autant plus que les uns les autres avaient avaient partagé un petit peu le même rêve que moi, donc c'est vraiment avait une logique de dire bah, on essaye de construire quelque chose au sein même de leur pratique à eux, de leur démarche, donc l'une d'entre elles avait par exemple créé un coven, voilà, tout plein de choses comme ça qui faisaient qu'au final, eh ben, ça permettait de rassembler à terme beaucoup plus de monde. Et puis donc au départ la boutique n'existait que sur internet. Oui, avec le succès qu'on les connaît quand même maintenant. Oui, surtout à terme, c'est vrai que c'est une belle réussite. Sur l'instant, on ne le voit pas forcément parce que quand on travaille quasiment 365 jours par an pendant 15 à 16 heures par jour minimum, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne le voit plus forcément, mais on se rendait quand même bien compte du fait que ça fonctionnait bien. On voyait que globalement, sur internet, il y avait un petit peu des boutiques à droite à gauche, mais on était devenu vraiment la plus grosse, donc c'était une belle réussite, c'était vraiment une belle réussite. Mais ça ne me convenait pas, en fait, le but de ce que je voulais depuis le départ, c'était d'avoir une boutique fixe, vraiment un magasin à proprement parler. Je l'avais imaginé depuis que j'avais 17 ans, donc le magasin, on l'a fait, je devais en avoir 24 à peu près, dans ces eaux-là, donc ça fait que pendant un certain temps, j'ai nourri cette idée, je l'ai enrichie, mais je voulais pouvoir avoir ce contact avec les gens. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait un véritable échange du public, une vraie volonté tout simplement de comprendre, de partager, de grandir finalement avec l'ésotérisme, puisque de mon point de vue c'est vraiment à ça que sert l'ésotérisme. C'est vraiment à chercher à comprendre le monde d'une manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude enfin, voilà, de ce qu'on voit d'habitude, mais de vraiment essayer de comprendre le monde différemment. Oui. Et ça a été la grande surprise, c'est qu'au final en boutique c'est absolument pas ce qui s'est passé. Ça a été un peu le désarroi, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. La plupart des gens, au final, s'intéressent peu en boutique à vraiment essayer de comprendre. Ce qu'ils préfèrent, c'est qu'on leur vende quelque chose, ils ont un problème, X ou Y, important ou non, et ils vont venir en boutique avec la volonté d'avoir une réponse, quelle qu'elle soit, à n'importe quel prix. Assez immédiate, disons. Non seulement immédiate, mais surtout, il y a une volonté très claire, je vais le dire telle quelle, de se faire arnaquer. C'est ni plus ni moins que la réalité, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui vont en boutique, alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais malheureusement une bonne partie des gens, je dirais à peu près 60 à 70% des gens qui vont dans une boutique ésotérique, ils vont avec une volonté... Qu'on leur vende du rêve. Exactement, sans en quête de rêve, ils sont pas en quête de réalité ou de compréhension ou même d'élévation spirituelle. Ils sont dans une logique où finalement ils veulent qu'on leur vende du rêve, faire partie de ce rêve, se l'imaginer. Ça peut se comprendre, c'est vrai qu'on vit dans une société qui est très difficile pour tout le monde, qui est très destructrice de liens sociaux finalement. Et donc l'ésotérisme, ça permet aussi de pouvoir s'émanciper, de s'imaginer mieux qu'on ne l'est, ou d'imaginer une vie meilleure qu'elle ne l'est tout simplement. Mais le problème c'est que c'est pas censé être ça. C'est pas censé être ça. Et ça a été vraiment une très grande frustration pour moi au moment où on a eu le magasin, c'est-à-dire que globalement on a fait une petite communauté de gens, notamment sur Toulouse, donc qui étaient passionnés, qui étaient extrêmement intelligents, extrêmement instruits, qui avaient une vraie volonté de comprendre les choses, vraiment de travailler, d'échanger, on faisait plein de choses comme ça, c'était passionnant. Mais globalement, on en avait une dizaine comme ça par jour sur la centaine de clients qui venaient, et rapidement c'est devenu insupportable. C'est vrai que j'avais plus envie de me lever le matin pour y aller. Enfin, c'est quelque chose qui en 7 ans de boutique internet n'était jamais arrivé, et une fois confronté au problème en magasin, j'avais plus envie d'y aller parce que je savais que tous les matins, en me levant, ça veut dire que j'allais
être confronté à des gens à qui j'allais passer des heures à essayer d'expliquer les choses gratuitement, parce qu'en plus il faut savoir que tout ce qu'on faisait, on le faisait vraiment autant que possible de manière gratuite. On vendait les produits, mais en tant que service d'éducation du public, c'est-à-dire leur apprendre à utiliser un pendule, leur expliquer comment ça fonctionne, comment tel phénomène en magie fonctionne, comment l'utiliser, tout ça c'était gratuit et on le faisait de bonne volonté. Et c'est vrai que parfois il arrivait de passer une demi-heure, une heure avec des gens qui n'en avaient mais rien à faire. On leur expliquait et ils finissaient en nous disant « Ah oui mais non mais moi un autre m'a dit que c'était différemment donc c'est pas comme ça ». Et quand on explique à quelqu'un qu'un pendule par exemple ça marche pas simplement en appuyant sur un bouton et que ça fait pas oui-non, simplement comme ça en le prenant dans la main, il y a un moment quand vous y passez une demi-heure et qu'à la fin la personne vous déconsidère au prétexte que vous êtes un peu jeune et que la personne qui lui a dit est une espèce de gourou qui en a 65, et bah, forcément ça pose problème. Et donc c'est vrai que à force je finissais par virer les gens du magasin parce que j'en avais ras-le-bol et c'était plus possible. Donc c'est vrai que quand je suis tombé malade, je me suis dit c'est l'opportunité de... Ça s'est cumulé en plus avec, avec une dégradation de santé. En fait c'est surtout ça je pense qui m'a vraiment motivé à fermer la boutique. Parce qu'on faisait encore beaucoup de chiffres d'affaires à l'époque, on avait une boutique qui tournait bien, ça fonctionnait bien, mais on avait réduit un petit peu de taille déjà parce que la maladie faisait que ça devenait plus difficile pour moi, mais malgré tout, dans d'autres circonstances, j'aurais gardé le magasin, je l'aurais pas fermé. Mais là, les choses étaient très différentes, ça ne me plaisait plus, vraiment plus, littéralement plus du tout. Et je me suis dit qu'il fallait trouver une alternative, quelque chose qui me permettrait de pouvoir vraiment avoir ce partage avec le public, peut-être pas en direct comme je le faisais là, mais au moins de pouvoir essayer d'apporter une petite pierre différemment. C'est-à-dire que globalement, j'ai bien compris qu'étant donné qu'on avait créé une émulsion avec le magasin qui faisait que d'autres boutiques étaient en train de naître et qui faisaient les mêmes produits, c'est-à-dire vraiment orienté magie, il n'était plus forcément nécessaire, j'avais plus forcément mon rôle à jouer là-dedans. Je me suis dit, bon à ce moment-là, pas de regret. On tourne la page voilà. Et on s'oriente donc vers une maison d'édition. Et voilà. Alors donc, pourquoi une maison d'édition justement? Eh bien, tout simplement parce que voilà, au final, le meilleur moyen qu'on a trouvé pour pouvoir, donc Julia et moi, au demeurant, on avait un petit peu le même problème avec la clientèle physique, entre guillemets. Le meilleur moyen qu'on a trouvé pour pouvoir partager, c'est aller à travers des stages. Mais bon, moi, psychologiquement, les stages, c'est pas trop mon truc. J'ai tendance plutôt à être un peu un ermite, donc on dirait pas comme ça, mais malgré tout... Et donc c'est vrai que le fait de pouvoir transmettre à travers des bouquins était quelque chose où on se disait c'est un bon compromis finalement. Parce que ça permet tout simplement, le public qui a envie de suivre notre travail, il pourra le faire, celui qui en a pas envie, il pourra passer à la suite et c'est tant pis. Mais au moins, on ne sera pas confronté au même genre de problème avec des gens qui finalement, on essaie de leur expliquer et on se rend compte qu'on perd notre temps. Là ce ne sera pas le cas, je veux dire une fois qu'il sera publié, ça permet de pouvoir toucher tous ceux qui ont envie d'être touchés. Et c'est vrai que c'est... Après avoir été greffé, je me suis dit que c'était vraiment le bon moment, la boutique de tout fermer, de tout... J'avais déjà pris la décision avant, j'avais déjà commencé à fermer l'entreprise, mais je me suis dit, voilà, c'est le bon moment. J'avais commencé déjà à écrire un livre, donc le premier, La Voix du Mage, que j'avais... donc il y a une nouvelle version maintenant. À l'époque, quand j'étais à l'hôpital, j'avais eu envie de l'écrire tout simplement parce que c'était un... Je pense que c'est le livre le plus personnel que j'ai écrit jusqu'à maintenant. La Voix du Mage, c'était un peu un résumé de mon parcours à moi. Oui, quelque part, c'est la traduction voilà, c'est ce que tu as vécu toi et c'est ton témoignage de cheminant. C'est ça, tout à fait. Alors, il y a certains moments où j'ai été obligé d'abréger un petit peu ou j'ai eu tendance pendant des années à être un petit peu excessif. À faire un peu beaucoup de choses, c'est-à-dire que là par exemple je conseille de faire quelques heures de sport par semaine, de l'ordre de 2 à 3 heures de sport, moi j'en faisais à peu près 12, et je le faisais tout le reste du temps, tous les soirs, je passais 5 à 6 heures à m'entraîner jusqu'à 2 heures du matin, la plupart des entraînements de haut niveau je les faisais pendant des heures, alors que là je les conseille pendant 15-20 minutes, donc c'est vrai que j'ai eu tendance à faire des choses avec excès. Ce que j'ai payé aussi, donc c'est vrai que ça m'a servi également de leçon, c'est pour ça que dans La Voix du Mage c'est un témoignage vraiment de mon parcours, mais en version un peu plus soft malgré tout. Oui, avec ta maturité, oui, d'une certaine façon. Voilà. Je sais pas si on peut dire ça. Avec la maturité à laquelle tu es arrivé aujourd'hui. Oui, enfin je suis pas sûr que confronté à la même chose, je recommencerai pas en fait comme avant. Donc là c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai tendance à lever un petit peu le pied, mais malgré tout, dans d'autres circonstances, je pense que je recommencerai pareil. Donc je suis pas sûr que la maturité est venue vraiment. D'accord, bon d'accord. Bon très bien. Donc
Donc passons à la suite, puisqu'on parle de tes livres, c'est très bien, on va passer à ton actualité du moment. Donc ton actualité du moment, c'est vampirisme énergétique, identification et protection. Voilà. Donc parle-nous un peu de ce livre, de quoi ça parle, pourquoi tu as envie de l'écrire, enfin, de quoi ça parle. Est assez évocateur. Vampire énergétique, bon d'accord. Voilà. Mais encore. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de l'écrire? Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, on vit à une époque où il y a énormément d'informations. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir Internet, c'est quelque chose que nos ancêtres n'avaient pas. C'est quelque chose de potentiellement très positif parce que ça permet d'échanger énormément d'informations à une vitesse fantastique. Mais le problème, c'est aussi un excellent vecteur de désinformation. On le voit très bien avec des magazines comme le Gorafi, etc., qui font des actualités qui sont reprises de manière très sérieuse par soit d'autres journaux, soit carrément des hommes politiques, etc., qui se ratent complètement et qui confondent. Je me souviens. Voilà, donc c'est typiquement le genre de problème qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que eux, ils le font par exemple dans un but humoristique, mais en ésotérisme, il y a beaucoup de gens qui le font simplement par dogmatisme. Et comme ou par ignorance. Ou par ignorance, les deux. Je ne sais pas dans quelle mesure les deux vont pas de pair. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on constate énormément et donc on trouve vraiment à boire et à manger sur Internet. Et surtout, on trouve beaucoup de conneries. Et c'est vraiment des gros problèmes de fond, parce qu'au final, quand on ne sait pas, quand on débute, qu'on ne sait pas où chercher, comment chercher, et ce qu'on doit trouver, c'est une galère. C'est vraiment très difficile. Et c'est vrai que dans le cadre du vampirisme énergétique, ça faisait un moment que je rageais derrière mon écran à voir toutes les bêtises que je pouvais lire, les confusions, les amalgames, puisqu'en fait... Moi la première, hein, tu parles de l'amalgame... Bah oui, non mais comme quoi j'ai bien fait de lire ton livre. Voilà. Tu parles de l'amalgame vampire énergétique et vampirisme psychique, voilà, émotionnel. C'est le cas standard d'amalgame. Bah oui, en fait c'est le gros problème, c'est que dans les années 50, comme il y a eu un véritable amalgame entre la psychologie et l'ésotérisme, dans certains cas, la notion du parasite émotionnel, c'est-à-dire en fait de la personne qui va être constamment à vous oppresser, ça peut être un pervers narcissique, ça peut être ces choses-là, on les a appelés des parasites ou des vampires émotionnels. Oui. Et le problème, c'est qu'en ésotérisme, le vampire, jusque-là, tel qu'on le concevait beaucoup, c'était le vampire vraiment, vampire de film, entre guillemets, hein, de légendaire, mythologique, donc vraiment qui se nourrit du sang. Et quelque part, même si il y avait déjà eu des traités un petit peu de vampirisme énergétique auparavant, donc dans les années 1850, etc., il y avait vraiment eu des très bons livres sur le sujet. Le gros problème qu'il y a eu, c'est que dans les années 50, années 60-70, on a commencé à faire d'énormes amalgames. Ouais. Et donc on a mélangé un petit peu d'ésotérisme, on a gardé le mot énergétique, voilà. On a mélangé avec la psychologie, et on a dit, c'est les mêmes, voilà. Et basta. Et donc le problème qu'on voit, et qu'on constate sur quasiment tous les sites qui en parlent, il n'y a que quelques sites sur internet qui font un petit peu la part des choses, c'est vraiment cette notion du vampire, finalement, qui n'est pas énergétique, mais qui est émotionnel, c'est-à-dire la personne en fait qui va vous oppresser, et qui, parce qu'elle va vous oppresser mentalement, elle va vous faire dépenser toute votre énergie. Voilà, c'est un petit peu le gros problème. D'accord. Et du coup, donc tu avais commencé par purification, principes et méthodes, que j'ai aussi ici, hein, d'ailleurs, si les gens ne savent pas, voilà. Comme ça, voilà, on a fait la pub d'Arnaud Tully, là, ça y est, on est bon. Là, ils y sont tous. Voilà, donc tu avais commencé par celui-là. Alors pourquoi avoir commencé par un plutôt que par l'autre? Et du coup, pourquoi maintenant Vampire énergétique? Là, toujours pareil, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui t'a dit c'est maintenant qu'il faut que je le fasse ou juste pas vraiment. En fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de thèmes que j'ai déjà préparés. C'est-à-dire que globalement, j'ai un petit calepin sur lequel je note tous les thèmes auxquels je pense et qui... voilà, il y a une espèce de déroulement de fil logique à l'intérieur dans la manière dont j'essaye de les préparer. C'est-à-dire que globalement, on a commencé avec la voie du mage, donc un entraînement vraiment préparatoire pour mieux appréhender ne serait-ce que le domaine énergétique. Le domaine de la purification, qui est une des bases nécessaires à n'importe quel praticien au final. Et j'avais prévu de placer juste après celui que je suis actuellement en train d'écrire, qui est celui sur les charges. Mais étant donné que j'avais déjà du mal à l'époque à l'écrire, et que donc il y a eu un sujet d'actualité, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais comme je disais, très souvent sur internet et sur Facebook on voit beaucoup de choses, donc j'ai tendance un peu à rager derrière tous les amalgames qui sont faits, notamment sur Facebook, et je me suis dit que justement c'était peut-être l'occasion de pouvoir parler un peu plus du sujet. Il se trouve que j'ai rencontré un ami parisien qui est un vampire énergétique mais qui fait de la vampire magic, donc qui est vraiment un praticien. Voilà, contrôlé. Voilà. C'est ça, puisqu'en fait il y a tout un réseau sur la région parisienne donc de praticiens. Et je les ai rencontrés, enfin j'en ai rencontré un d'entre eux avec qui j'ai vraiment beaucoup sympathisé, et je me suis dit, bah voilà, ça peut être aussi un moyen
de remettre les choses à leur place. Ça peut être un thème, voilà, je l'entendais souvent rager parce que lui aussi voyait tous les amalgames qui étaient faits un petit peu n'importe comment. Et je me suis dit, bah voilà, c'est aussi un moyen tout simplement de pouvoir en parler, de pouvoir remettre les choses à leur place, c'est-à-dire déstigmatiser ce qui n'a pas forcément de raison de l'être, le stigmatiser ou plutôt simplement mettre le doigt sur les choses qui sont importantes à signaler pour éviter tout simplement que ça tombe dans n'importe quoi et également pour simplement éviter d'être victime de ce genre de vampirisation. Mais voilà, essayer de replacer les choses, je me suis dit que c'était un bon moyen de le faire tout en apportant également une touche de connaissances plus profondes qui me permettait de faire un lien finalement entre la purification et ce qui viendra après sur la notion justement donc, de charge et d'énergie et de condensateurs fluidiques donc, qui vont être finalement qui finalement sont juste les propriétés de la matière entre guillemets à pouvoir interagir. Donc on voit qu'il y a toujours une forme de fil conducteur et là avec le vampirisme énergétique c'était l'occasion également d'étudier un petit peu l'humain au niveau justement de toutes ces particularités, certains mécanismes énergétiques qu'on comprend mal. La façon de comment les fluides énergétiques s'échangent entre les êtres humains. Parce que finalement, au-delà même du vampire énergétique qui pompe pour une raison X ou Y, c'est quand même un peu le cœur du sujet, c'est de voir comment maîtriser sa propre façon d'interagir avec soit les petits copains, soit l'entourage finalement. C'est ça. Le vampire énergétique se contente pas va puiser de façon privilégiée chez les petits camarades, mais finalement, d'après ce que j'ai compris, c'est aussi d'aller puiser dans tout ce qui peut lui apporter de l'énergie de toute manière. Globalement, c'est vrai le vampire énergétique, d'autant plus s'il n'est pas conscient de ses actes, va avoir tendance à aller puiser là où il trouve de l'énergie, tout simplement. Donc, il n'y aura pas forcément, c'est pas nécessaire que ce soit dans l'entourage à proprement parler. Il arrive effectivement avec une régularité assez flagrante que ce soit le cas, mais selon les circonstances, voilà, c'est quand par exemple on est au boulot, c'est vrai que dans une réunion on va pas forcément connaître les gens, mais s'il y a un vampire énergétique dans le lot, pour autant il pourra s'ouvrir dans une réunion. Donc c'est le principe. Donc en fait ton élément déclencheur pour ce livre-là, ça va être la connaissance que tu as, la personne, le vampire, le chaos vampire, Magic, non pardon, je suis en train de tout mélanger. Oui, c'est la Magic Vampire Magic, c'est chaos, mais certains les mélangent quand même un peu. Donc aux États-Unis notamment, c'est plutôt accepté que les deux sont des facettes d'une même. Oui, mais comme moi, ça m'agace par exemple, Wicca païen égale. Donc du coup, je vais essayer de pas le faire chez les autres. Oui, ça peut se comprendre. C'est une question de. Donc du coup, c'est peut-être cette personne-là qui a été l'élément déclencheur pour te dire, tiens, allez, c'est la bonne idée pour me décharger des charges énergétiques quelque temps. Oui, disons que c'était... oui, puis c'est vrai, comme je disais, ça faisait partie des thèmes que je voulais aborder, il y en a beaucoup d'autres. On va avoir une petite collection Arnaud Tully un jour, vous voyez, regardez comme ça rend bien. Il manque les autres là. Mais je me disais que justement on pourrait essayer de faire un truc, tu sais, comme à l'époque il y avait dans les séries de livres. Peut-être pas le visage, mais avec un truc, quelque chose qui permettrait de pouvoir faire des tomes en fait. Je me suis dit que ça pouvait être rigolo. Mais on l'a pas fait pour l'instant. Peut-être dans une des prochaines éditions on y songera. On verra peut-être. Peut-être au prochain tirage, on y réfléchira. Mais oui, au final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent vraiment d'aborder, tout simplement parce que soit il n'y a rien sur le sujet, soit c'est n'importe quoi. Enfin, purification, globalement, c'est un thème que tout le monde connaît, dont tout le monde parle, dans toutes les disciplines, et que personne ne traite vraiment. Voilà. Et je pense que c'est vraiment ça le fond du problème. Là, pour le coup. Non, puis on pourrait penser qu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça, mais c'est pas le cas. Chaque thème, finalement, a ses propres particularités, permet de mieux comprendre l'ensemble, et de faire des liens entre les différents thèmes, et c'est ça qui est super intéressant. Moi, c'est ce qui me passionne finalement, d'aller chercher à comprendre la discipline. Donc voilà. Mais je vais rebondir, je profite de rebondir là-dessus, comprendre la discipline, parce que justement, à la fin de Vampirisme énergétique, il y a une petite page qui parle, une double page qui parle d'un truc qui s'appelle l'IFRP, donc IFRP, Institut français de recherche en panergologie. C'est ça. Quoi est-ce? Quoi donc c'est-il? Eh bien, globalement, alors, dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de monde, sans doute, mais en fait, j'ai surtout eu la chance de rencontrer, quand j'habitais encore à Marseille, des praticiens qui venaient des États-Unis et d'Angleterre. Alors, moi, celui que j'ai rencontré venait d'Angleterre, mais faisait partie de différents groupes, dont aux États-Unis. Et c'est-à-dire qu'en Angleterre et aux États-Unis, il y a des groupes de recherche en ésotérisme. En ésotérisme, je parle bien, je ne dis pas en parapsychologie, etc. Vraiment en ésotérisme, en énergétique à proprement parler. Et puis du coup, toute contingence, j'allais dire spirituelle, c'est-à-dire dogmatique, religieuse ou peu importe,
mises de côté. C'est ça. En fait, la particularité qu'on a en France, et le principal défaut qu'on a en l'occurrence dans notre manière d'appréhender la recherche dans toutes ces disciplines-là, c'est que on passe notre temps soit à essayer de le prouver, c'est-à-dire par exemple c'est le cas de la parapsychologie qui est dans une démarche très bien au demeurant, moi que je soutiens pleinement, enfin je connais des parapsychologues qui font vraiment des recherches, notamment à Toulouse on a un centre de recherche sur le sujet. C'est très intéressant, mais leur démarche vise à prouver l'existence de tous ces phénomènes. Ils ne sont pas dans une recherche d'essayer de les comprendre à proprement parler, ils sont déjà dans une recherche, leur logique à eux c'est de dire, une fois qu'on aura prouvé que ça existe, parce qu'on aura fait des tests statistiques qui prouvent l'existence de tels phénomènes, genre la voyance, sur les rituels ou autres, à ce moment-là, on pourra dire, bon bah si ça fonctionne, on peut l'étudier plus en détail. On a d'autres types d'associations, entre guillemets, qui ne sont pas forcément des associations à proprement parler, mais qui font de la recherche, par exemple, notamment en tout ce qui est bioénergétique, etc. Mais le gros problème de la plupart de ces disciplines, et la plupart également des praticiens qui en font partie, malheureusement, c'est qu'ils ont une démarche qui est un peu viciée à mon sens, dans le sens où ils ont beaucoup de très bonnes idées. Il y a beaucoup de choses qui sont très très pertinentes dans leur travail, mais d'un autre côté, il y a énormément de choses où on sent tout à fait le fait qu'ils ont tendance d'abord à avoir les conclusions et ensuite à les vérifier. Et ça, c'est quelque chose de très problématique parce que c'est très dogmatique dans le principe, c'est-à-dire que globalement, plutôt que d'essayer de comprendre réellement le phénomène, ils vont tenter d'apposer dessus leur propre conception idéologique, de voir si globalement ça peut correspondre à ce qu'eux imaginent, si ça peut fonctionner tel qu'ils le pensent, et à partir de ce moment-là, ils considèrent que c'est comme ça. Alors c'est vraiment le processus inverse, là c'est une forme d'inéisme, c'est-à-dire qu'en gros on aurait la connaissance de base et ça correspondrait forcément à la réalité. C'est pas le cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je veux dire de manière générale, quand on est dans une démarche réellement par exemple scientifique, donc il y a vraiment une volonté d'étudier un phénomène particulier, loin des dogmes, des traditions, des religions, des croyances finalement, on essaye d'abord de prendre le phénomène tout seul, sans lui coller toutes les visions idéologiques qu'on peut en avoir, et d'essayer de le comprendre, vraiment, donc de faire ce qu'on appelle des hypothèses, et d'essayer par l'expérimentation de vérifier ces hypothèses, non seulement nous, mais également de permettre de créer finalement ce qu'on appelle un protocole expérimental qui puisse être reproduit par d'autres personnes pour pouvoir attester de la véracité des recherches que nous on a menées. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas fait. Même si certains, malgré tout, s'en revendiquent, globalement, pour peu qu'on ait un tout petit peu de compréhension de la manière dont fonctionne la méthode expérimentale et globalement toute la démarche scientifique, on se rend compte tout de suite du fait que ça n'est pas du tout le cas. Avec l'IFRP, justement, j'ai créé ça donc en début d'année. Le site n'est pas encore totalement terminé parce que malheureusement, je suis pris à droite à gauche, donc c'est un petit peu terminé. Faire un petit tour, il y a quand même déjà 2-3 trucs de définition, de démarche, etc. Donc les gens qui veulent aller voir auront déjà 2-3 textes à se mettre sous la dent. Ah oui, il y a l'équivalent de 20 ou 30 pages dessus à peu près, mais c'est vrai que bon, pour l'instant, ça reste quand même relativement restreint. Il n'y a pas tout ce que tu voudrais, quoi. Non, mais le problème c'est qu'un site internet ne pourra pas tout contenir non plus, du moins à l'heure actuelle, c'est pas envisageable. Là, c'est vrai que l'un des prochains bouquins qui sortira, donc probablement aux alentours d'avril prochain, devrait porter justement sur ce thème-là, la recherche en panéergologie. Donc là, ce sera peut-être un plus petit tirage comparé à ce à quoi j'ai l'habitude, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui, à mon sens, a énormément d'importance et d'intérêt, vraiment pour toute la recherche. La particularité de l'IFRP, donc par rapport à toutes ces disciplines, c'est que de base, on n'est pas là pour prouver que ça existe, puisque on sait que ça existe, on le pratique. Je veux dire, on est des praticiens, on sait comment ça fonctionne globalement, mais on sait aussi qu'en fait on ne sait rien sur tout ça. Donc notre objectif, c'est finalement d'essayer de proposer une solution qui découle de la méthode expérimentale, c'est-à-dire à la fois qui réponde à certaines normes de déontologie, mais également de recherche, donc globalement avec le principe justement d'établissement d'un protocole qui soit sérieux, d'hypothèses qui permettent de pouvoir être testées, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas juste des choses qu'on balance en disant bah, c'est ça l'explication, vraiment des choses qui soient vérifiables, expérimentables, à la fois par nous, mais par n'importe qui, scientifique ou non, qui a envie de le reproduire et de le vérifier. Et donc le but final, c'est pas de prouver que tout ça existe, c'est d'abord d'essayer tout simplement de comprendre vraiment nos disciplines. Parce que moi, la logique que j'ai et que je vois, que j'ai pu voir notamment aux États-Unis et en Angleterre, c'est que chaque fois qu'on court après quelque chose pour essayer de prouver quelque chose, ça marche pas. D'ailleurs, c'est un petit peu comme la recherche de la pierre philosophale, on dit généralement que celui qui la cherche ne la trouve jamais. C'est qu'à partir du moment où on a arrêté de chercher, qu'on la découvre. Là, c'est un petit peu le principe au final, c'est toujours la clé en ésotérisme. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à me dire, si on arrive, d'une manière ou d'une autre, à faire des découvertes pertinentes dans le cadre de l'ésotérisme et de l'énergétique,
on créera un moment ou un autre un pont finalement qui nous permettra de rejoindre les disciplines traditionnelles que sont les diverses sciences, que sont la chimie, la physique, etc. Soit un pont, soit un axe d'intérêt. Ah, voilà. Tiens, il y a quelque chose qui a été expérimenté là. Exactement. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes, enfin, notamment dans Purification, pour ceux qui l'ont lu, ils ont pu voir que j'ai parlé notamment du docteur Benveniste, qui est un professeur français qui, dans les années 80, a parlé en fait de la mémoire de l'eau. C'est le premier à en avoir parlé. Là, il y a un japonais en ce moment qui tout à fait, Emoto, qui en parle également. La particularité de ça, donc il faut savoir que Benveniste c'était un prix Nobel, hein, c'était pas un personnage lambda, voilà. C'était vraiment un prix Nobel qui était extrêmement respecté et qui a dit en gros, l'eau est capable de garder des informations pendant un temps extrêmement long, même par exemple si vous mettez, je sais pas, un objet quelconque à l'intérieur, ou vous lui transmettez une information, un virus ou n'importe quoi, ou au contraire une notion de médicamenteuse, une fois que vous aurez retiré ce produit de l'intérieur, eh ben, l'eau gardera cette mémoire. C'est le principe de l'élixir, de toute façon, lithothérapie par exemple. Exactement, c'est le même principe. De ce sens-là, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit très bien que globalement, cette vision des choses, alors il faut savoir que Benveniste a été profondément décrié, c'est-à-dire que globalement, il y a eu un énorme intérêt pour son travail, mais pour des raisons plus ou moins viables, parce que le problème c'est qu'en fait, personne ne connaît la vraie raison qui a amené au rejet total de l'idée. Parce qu'on a inventé comme quoi il avait trafiqué des expériences, mais en cherchant un peu on s'aperçoit que c'est pas vrai, c'est jamais arrivé cette histoire-là. On se dit que certains étaient complètement opposés à lui, etc. Sauf que c'est pas vrai non plus. Il a eu énormément de soutien, donc en fait, il y a énormément de mythologie qui s'est créée autour de tout son travail et qui fait qu'il a été abandonné. Alors le plus probable, c'est tout simplement qu'effectivement, soit il y a eu des petits vices dans la manière des protocoles expérimentaux qui ont été menés, soit globalement, et c'est également très probable, le principal vice qu'il y a pu y avoir, c'est que certains, par exemple des personnes qui l'accompagnaient et qui relevaient les résultats, ont pu être peut-être un petit peu négligents par moment, ce qui peut avoir très bien perturbé une partie des résultats. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'était faux. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que ce travail-là, le principe donc que nous on appelle en magie une charge, une information, les Américains, dans le cadre des recherches en ésotérisme, ça faisait déjà presque 5 à 10 ans qu'ils en parlaient. D'accord. Voilà, c'est des choses déjà, et donc là aujourd'hui on est à un stade où le travail de Benveniste a été décrié, n'est pas considéré comme vrai, sauf qu'il y a d'autres prix Nobel qui actuellement, notamment la personne qui a découvert le virus du sida, qui est en train de travailler dessus, en disant non, non, attendez, ça n'a pas été du tout de la bêtise, ce qu'il disait était totalement vrai, on est en train de pouvoir le prouver. Donc ça fait que sous 5 à 10 ans, les choses risquent de réévoluer dans le bon sens. Là, ça veut dire qu'on tient un pont, un axe finalement qui fait qu'en magie, nous, dans nos disciplines, en énergétique, on a réussi à découvrir ça avec une méthodologie scientifique. Donc pas avec des outils scientifiques, malheureusement on n'est pas encore là, mais déjà avec une méthodologie, voilà. Et de l'autre côté, on pourrait potentiellement avoir quelque chose qui également dans le domaine scientifique revient simplement au même. Exactement. Et donc ça permet de pouvoir avoir des points d'accroche entre les deux qui permettra de dire ah bah oui c'est pas si bête finalement, peut-être qu'il y a des choses en fait à découvrir. Mais peut-être que l'ésotérisme c'est pas si éso. C'est ça la particularité. Moi c'est vraiment quelque chose auquel je crois et c'est vrai que depuis le nombre d'années que je pratique, je m'aperçois que l'ésotérisme, alors dans le sens que disait Antoine Fèvre, hein, c'est-à-dire que vraiment toutes les disciplines qui sont liées au paranormal, etc., pas dans la version de Robert Amadou qui disait justement que c'est tout ce qui est à caractère initiatique. Oui. Normalement, il y a vraiment cette distinction-là. Logiquement, l'ésotérisme, c'est que ça, du moins à l'origine. Mais aujourd'hui, ça a pris un sens plus global. Oui. Et c'est vrai que globalement, l'ésotérisme, c'est pas forcément quelque chose de caché, c'est pas forcément quelque chose non plus de fantasmagorique, ça peut très bien être ici, juste sous nos yeux, et qu'on s'en rende pas compte. Parce qu'on a tendance à croire que sous prétexte que la science traditionnelle n'en parle pas ou ne le considère pas, ce n'est pas quelque chose qui existe. Mais moi je rappellerai toujours qu'il y a moins de 100 ans, on était persuadé de savoir exactement comment le monde fonctionnait, et il y a la physique quantique qui est arrivée et qui a tout remis qui a tout envoyé le pataquès en disant non mais attendez, au niveau macroscopique de ce que vous voyez c'est comme ça que ça fonctionne, mais au niveau microscopique c'est pas du tout comme ça. Donc ça a obligé tout le monde scientifique à tout reconsidérer. Et je pense que, et pourtant, je veux dire, toutes les connaissances qu'on avait en physique de l'époque permettaient d'expliquer tout ce qu'on voyait. Tout était expliqué correctement. Mais dans un autre cadre, d'une autre perspective, on a été capable de voir les choses différemment, d'enrichir notre vision. Et je pense que finalement, ce qu'on pourra apporter également grâce à la recherche en énergétique, c'est vraiment ça. Simplement une autre vision de quelque chose qu'on est déjà capable d'expliquer, mais où on ne possède pas forcément une explication qui est 100% d'explication. Ouais. Voilà, et c'est vraiment ça, et la démarche aujourd'hui qu'on a avec les FRP, c'est ça. C'est vraiment cette logique-là. Et donc du coup, alors, les FRP, comment ça fonctionne? Alors, est-ce qu'on peut déjà adhérer ou pas encore? Oui, alors sur le site ça va être un petit peu compliqué parce que comme je disais, il n'est pas totalement fini, néanmoins il est déjà possible d'y adhérer. Qu'est-ce que ça implique pour la personne qui adhère? Alors ça implique pas grand chose, c'est-à-dire que globalement les personnes qui adhèrent sont des personnes qui ont envie de participer, hein.
aux recherches. Alors il faut savoir que tout le monde peut y participer, c'est pas quelque chose qui est réservé à des chercheurs, vraiment à des scientifiques et autres, c'est pas du tout le cas. On a des protocoles qui permettent d'être mis en place, qui permettent de finalement assurer une véritable vérification en amont, qui fait que en fait, n'importe qui peut pratiquer. S'il tente de faire n'importe quoi, on s'en rendra compte immédiatement. Oui. Voilà, parce que le protocole, notamment les outils qu'on utilise, nous permettent finalement d'avoir une constante, d'avoir des variables, et ça veut dire qu'en gros on pourra écarter toute personne dont on s'aperçoit qu'elle est en train de faire n'importe quoi, ou simplement qu'elle ne fait pas correctement, qu'elle n'est pas suffisamment dans ce qu'elle fait. Donc c'est plutôt l'avantage. Si ça manque de rigueur, voilà, ça fait un rail pour permettre... Voilà. En fait, en gros, tout ce qu'on demande aux participants, donc quelle que soit sa classe, quel que soit son métier, quelles que soient les études qu'il ait pu faire, c'est pas du tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est simplement d'avoir une rigueur intellectuelle. C'est-à-dire que globalement, la personne doit accepter l'idée que, elle n'aura les résultats réellement de toute l'expérimentation qu'à la fin, quand tout sera terminé l'expérimentation, pas en plein milieu, parce que malheureusement ça aussi c'est un des gros travers de pas mal de disciplines qui font un peu de recherche en ESO. Il y a certaines choses qu'elle ne saura pas, tout simplement parce qu'il y a certaines informations sur la personne elle-même qu'on ne peut pas donner pour éviter que, en ayant conscience de cette information-là, ça puisse pervertir le résultat. Donc il y a des petites choses comme ça. Après, globalement, tout ce qu'on va demander, c'est de la rigueur à la personne. Voilà, simplement l'envie réellement de participer, d'être prêt à se soumettre à quelques tests auparavant, puisque globalement, pour pouvoir participer réellement aux expérimentations, il y a des tests au pendule notamment qui sont nécessaires à faire avant. Et voilà, c'est les seules choses qu'on demande. Après, globalement, il faut compter 10 minutes par jour à peu près pour participer à tout ça. Donc c'est pas très phagocytant au niveau du temps demandé. Et puis de façon pratico-pratique, parce que je sais que l'IFRP c'est une association, donc est-ce qu'il y a une adhésion Alors oui, il y a une adhésion qu'on demande, il y a 50 € par année, donc ils peuvent être réglés en plusieurs fois, c'est pas vraiment ça le plus important pour nous. En fait, globalement, déjà, c'est simplement l'assurance que les gens qui ont envie de participer le fassent vraiment. C'est-à-dire que globalement, on sait très bien que malheureusement, dans un monde... C'est l'implication. Voilà. Le côté financier, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement parce que il va y avoir énormément de matériel qu'on va devoir envoyer aux personnes pour pouvoir faire certains tests, et que ce matériel coûte de l'argent, à envoyer ça demande de l'argent, donc voilà, c'est la priorité aujourd'hui, et donc voilà, on va devoir pour ça demander une petite participation. Mais dans le sens où notre objectif va être dans un premier temps de faire des expériences et après de diffuser ça, parce que l'autre une particularité normalement de toute recherche scientifique pour pouvoir être validée entre guillemets, comme je disais, c'est qu'elle puisse être reproduite ailleurs. Mais pour pouvoir être reproduite, encore faut-il qu'on ait accès à l'expérimentation. Et pour ça, ça veut dire en fait partager les travaux, globalement à la fois les résultats, mais également tous les protocoles expérimentaux qui ont été faits. Voilà. Donc notre but, ça va être également au sein d'une revue qui naîtra probablement, je pense, entre 2015 et 2016. Des publications finalement. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça va être de partager justement pour à la fois les personnes simplement qui s'intéressent au sujet, les personnes qui également simplement, qui sont des professionnels et qui ont envie tout simplement de pouvoir aller mieux comprendre leur propre discipline et leur propre pratique pour l'améliorer. Voilà, ça sera destiné à toutes ces personnes. Moi je sais que je pratique, au-delà de l'IFRP, je sais que je pratique le Reiki. Bon, la voix du mage c'est très intéressant dans le cadre effectivement pour apprendre à maîtriser son propre, son propre truc. C'était le but aussi au final. Voilà. Bon, là c'est vrai que c'était la voix du mage c'était vraiment un cadre pratique. Là on sera vraiment sur un cadre plus théorique entre guillemets, dans le sens où ce sera quelque chose de pas théorique au sens, on se trompe souvent sur le sens du mot théorique, c'est-à-dire que quand on parle de théorie, on s'imagine que c'est simplement une explication un peu farfelue. Une théorie, c'est pas ça. Une théorie en science, c'est en fait un modèle. C'est-à-dire que c'est un modèle de pensée qui nous permet de dire, voilà, globalement, on avait fait une hypothèse, elle s'est vérifiée, globalement, ça veut dire que ça répond plutôt bien. Et une théorie, ça va être l'ensemble de toutes les hypothèses, ça va faire un modèle généralisé qui va permettre de dire, globalement, on arrive à peu près à coller à la réalité. Voilà, et c'est ça, et la plupart des choses qu'on découvre en science ne sont que des théories. Mais voilà, pas dans le sens où c'est imaginé, où c'est une hypothèse, etc. Non, c'est pas une hypothèse. Une théorie, c'est un ensemble d'hypothèses vérifiées. Voilà, c'est le principe. Voilà, c'est un modèle qui permet d'avancer, tout simplement. C'est un peu comme une carte routière. Globalement, on sait où on va et on voit les routes approximativement dessus. On essaie de choisir la bonne. C'est pas forcément celle qui sera la plus courte, mais on sait qu'on se rapproche du bon point. C'est ça le principe. C'est vraiment ça une théorie. Avant, j'aimerais te poser la question de savoir si, pour synthétiser tout ça, quel est finalement le message que tu souhaites transmettre. Parce que tout ça, finalement, on voit bien que ça correspond à une ligne, un fil rouge global. Donc toi, dans tes mots, comment tu nous parlerais de ce fil rouge? Quel est le message que tu veux transmettre à travers tous ces livres, à travers tout ton travail? Globalement, si j'avais un seul message vraiment à faire passer à travers tous ces bouquins et tout le travail que j'essaye de faire globalement, c'est que ce soit en ésotérisme, en magie, en énergétique,
c'est pas du domaine de la rêverie, c'est pas du domaine de l'imaginaire, c'est pas quelque chose où chacun peut avoir son avis globalement à ce qu'on dit généralement à chacun sa vérité, c'est pas le cas. On peut avoir des croyances, on peut avoir des avis sur plein de choses, on peut croire en une divinité, on peut avoir une religion différente, mais il y a des choses qui peuvent s'étudier. De la même manière qu'on ne dira pas à un scientifique, ah bah non, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. La gravité, à chacun sa vérité, quoi. Voilà, c'est pas comme ça. Pour autant, c'est toujours intéressant, justement, par exemple, l'exemple de la gravité. Pendant très longtemps, on a cru que le modèle newtonien était le bon, on sait que c'est pas le cas, on sait qu'il y a des choses, des cadres dans lesquels ça ne fonctionne pas, c'est un petit peu pareil en ésotérisme, c'est-à-dire que globalement, on n'a pas toute la vérité, on l'aura jamais. On n'aura jamais qu'une facette de la vérité. Mais pour autant, on peut l'étudier, c'est-à-dire que globalement, il y a plein de choses où au fur et à mesure, eh ben, il est possible de savoir si réellement c'est une représentation plus ou moins réaliste du réel ou pas du tout. Et globalement, en ésotérisme aujourd'hui, ce qui manque, c'est justement cette volonté de représentation du réel. Ouais. Chacun pose un petit peu ses conceptions sans vraiment chercher à comprendre tout ça. Alors que, justement, tout ça, ça s'étudie. Tout ça, ça peut être testé, ça peut être vérifié, ça peut être compris. Et c'est comme ça qu'on peut maximiser réellement le potentiel de notre discipline. C'est pas en ouvrant un bouquin qui donne des rituels et en faisant simplement les choses comme ça sans comprendre. C'est vraiment en essayant de comprendre, d'aller au fond des choses, de vraiment découvrir comment se comporte à la fois le domaine énergétique, comment se comporte la matière, comment se comporte l'humain au niveau énergétique. Chaque fois qu'on comprend un petit peu mieux la manière dont fonctionnent tous ces éléments, on est capable à ce moment-là de maximiser vraiment les résultats qu'on peut obtenir. Et le but finalement de toutes ces disciplines, c'est de maximiser ces résultats, oui. Quel que soit l'objectif, oui. Que ce soit pour attirer quelque chose à nous, pour détruire quelque chose, pour évoluer, un nouveau travail, c'est ça, voilà. Que ce soit en magie, mais même pour soigner quelqu'un, oui. Pour évoluer spirituellement, Oui. À partir du moment où on connaît vraiment les choses, et on gagne du temps, et surtout on gagne en effectivité, ça évite tout simplement de se perdre dans des choses qui n'ont aucun intérêt, qui n'amènent à rien, qui ne sont que du domaine de la croyance. Ouais. Et moi c'est vrai que de base je suis un adogmatique, c'est-à-dire que globalement je n'ai pas de croyance spécifique que j'impose à quelqu'un, je n'ai pas spécialement de religion non plus, ça se voit beaucoup notamment dans la voie du mage, c'est-à-dire que je ne donne aucune théorie à l'intérieur, rien, parce que pour moi c'est important que chacun puisse se faire son propre avis. Aujourd'hui chacun explique les choses en fonction de toutes ces croyances, mais très souvent c'est pas vérifié. Il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de travail en amont pour essayer de dire ça c'est du domaine vraiment de ce que je croyais mais c'est faux, et ça par contre ça je croyais ça mais effectivement ça a une bonne répercussion, c'est vrai, potentiellement c'est vrai. C'est pour ça que tu dis qu'il faut être justement dans la voie de l'image, qu'il faut être prêt par un moment à accepter que notre système de croyance va se voir soit fallacieux, c'est le principe. Effondré. Mais ça arrive à tout le monde, enfin moi ça m'est arrivé, ça arrive encore aujourd'hui, c'est-à-dire que globalement quand je suis confronté à un nouveau phénomène, on pose naturellement, l'humain est comme ça, pose toujours une interprétation. Voilà, il fait une projection en se disant ça j'avais vu ça, quelque chose qui ressemblait, donc c'est certainement la même chose, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, on est le fruit de notre culture finalement, donc c'est un petit peu ça et on pose dessus. Mais effectivement, il y a très souvent on s'aperçoit que ce qu'on imaginait à la base est faux. C'est paradoxal, mais la plupart des croyances que l'on a sont fausses, complètement fausses. Alors parfois il y a des petites choses à l'intérieur qui permettent d'être prises et de guider tout simplement, mais la plupart sont des croyances. Pas des choses qu'on peut vérifier, qui ne s'observent pas sur le terrain dans la pratique expérimentale. Alors certains pourront dire que c'est pas parce que expérimentalement ça fonctionne d'une telle manière que pour autant en vrai ça se passe de la même manière, c'est faux. Globalement c'est faux, moi ça fait presque plus d'une dizaine d'années que je pratique, ça fait dans le lot presque 7 ans que je fais vraiment de la recherche également en ésotérisme. Je le vois, ma pratique s'est enrichie considérablement. À une époque, je pratiquais un petit peu comme tout le monde, avec un taux de réussite correct, mais pas extraordinaire non plus, pas fantastique. Et les choses ont énormément évolué depuis. Aujourd'hui, je pratique plus simplement parce que j'ai aucune nécessité de le faire. Voilà, j'ai plus vraiment le besoin de faire un rituel ou autre, parce que de toute façon, si j'ai besoin de quelque chose, ou d'une autre manière, les choses se feront. J'ai plus le besoin de faire tous des rituels, toutes des choses comme ça, parce que je sais aller à l'essentiel. Je sais comment fonctionnent les choses, et donc j'ai pas besoin de tout ça. C'est un petit peu ça le principe. On peut avoir envie de faire du théâtre, entre guillemets, en magie. Si ça nous amuse. Si ça nous amuse, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre ce qui est du domaine justement du théâtre, voilà. Et ce qui ne l'est pas. Et c'est ça qui est très important. Comprendre, et puis surtout comprendre également toutes les implications. J'en ai parlé notamment dans Vampirisme énergétique, il y a des études qui ont montré que trop par exemple de magnétisme, trop de soins par exemple au magnétisme peuvent causer plein de problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, on fait du magnétisme pour essayer de guérir une personne, et si la personne venait tous les jours pendant 1 heure, en l'espace de quelques mois à peine, elle deviendrait encore plus malade qu'elle ne l'a jamais été. Bon, ça c'est des choses qu'on n'aurait pas pu se rendre compte s'il n'y avait pas eu des vraies études. Là, il faut savoir que notamment celle-là, elle a été menée au sein d'une université américaine. Donc ça a été quelque chose, si on cherche un petit peu, on trouve de plus en plus d'informations, parce que les États-Unis sont beaucoup plus ouverts sur la question, notamment au niveau du Reiki, dont on parlait tout à l'heure. Au niveau du Reiki, ils font de plus en plus d'études sur le sujet.
d'ici quelques années, ce sera des choses maîtrisées. Alors on peut passer notre temps à vivre dans l'ancien système, à croire que la tradition, à tout prix, c'est la vérité, c'est ci, c'est ça, que telle religion, c'est comme si elle donne toute la vérité. Ou on peut essayer simplement d'avancer avec le monde, d'essayer de comprendre les choses. Ça ne veut pas dire qu'on va remettre en question toutes les traditions millénaristes, ça veut simplement dire qu'on va prendre à l'intérieur ce qui est à prendre, ce qui réellement nous apporte, et également savoir laisser de côté ce qui au final a tendance à nous empêcher d'avancer correctement. Voilà, c'est simplement ça. Ouais, donc sortir de l'amalgame pratique énergétique, spiritualité, religion d'un côté. C'est ça. Et en même temps sortir de la croyance que, sous prétexte que ça se voit pas, ça n'existe pas. Voilà, et puis une troisième chose à sortir du côté « la science explique déjà ». Ça c'est je pense l'un des gros mots de notre temps. Explique déjà tout. Non seulement explique déjà tout, mais même l'une des grosses particularités qu'on a en ésotérisme, l'un des gros travers qu'on a, c'est de vouloir aller chercher à tout prix des réponses dans la physique quantique. Oui. Ça c'est vraiment quelque chose que je trouve profondément dégoûtant. Vraiment malhonnête intellectuellement, parce que là j'en discutais il y a quelques semaines de ça avec un professeur du CERN, donc le centre de recherche sur le nucléaire, et on discutait justement de toutes les dérives qu'il y a sur le sujet en ésotérisme, et il disait le problème c'est que tous les bouquins que lui a eu l'occasion de lire, et pourtant des choses qui sont très bien vendues, etc., qui se prétendent héritières de la physique quantique, sont tout et n'importe quoi. Il y a des interprétations qui sont faites à la va-vite, qui ne sont pas comprises. Enfin, j'aimais beaucoup cette phrase, je ne sais plus qui l'avait dite, mais qui disait en gros, si vous pensez avoir compris ce que c'est que la physique quantique, c'est que vous n'avez pas compris. Et je pense que c'est très réaliste du système actuel. Globalement, aujourd'hui, on ne comprend pas plein de choses à l'intérieur. Et toutes les dérives qu'on fait en ésotérisme à vouloir justifier, par exemple, je sais pas, la lithothérapie, par exemple, parle de la physique quantique. Quand je vois que certains l'enseignent, etc., comme la vérité, ou en énergétique, même en magnétisme, même en reiki, même dans toutes ces disciplines-là, ou même les thérapies quantiques, je veux dire, 95% du temps, 98% du temps, pour pas dire plus encore, c'est du n'importe quoi. Les gens sont pas physiciens quantiques qui en parlent, sont des gens qui ont appris la physique quantique dans la physique quantique pour les nuls, et résultat, ils émettent ça comme une vérité, et le problème du public aujourd'hui, c'est comme il s'y connaît encore moins, parce que lui n'a même pas lu ce bouquin-là, de physique quantique pour les nuls, et ben ils vont se dire que probablement ils ont raison. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, le monde, il fonctionne pas au travers du fait qu'on va aller plagier des idées ailleurs. C'est pas ça le principe. Et l'ésotérisme ne s'expliquera jamais de cette manière-là. On trouvera certainement des points effectivement, de réflexion qui seront les mêmes à un moment ou à un autre, mais il est nécessaire de suivre notre propre parcours, nos propres recherches, sans vouloir aller plagier le travail des autres. Les scientifiques qui font vraiment du domaine scientifique classique le soin de faire les découvertes dans leur propre discipline, et nous, de notre côté, organisons-nous pour essayer de faire les choses le mieux possible, les meilleures recherches possibles, et si à un moment venu, on arrive à créer des points qui permettent entre les deux de se relier, et ça sera fantastique. Mais en attendant, n'essayons pas d'interpréter le travail qu'ils font, alors qu'au final on n'y comprend rien. Et la seule réalité à souvenir aujourd'hui, elle est là, c'est que toutes les personnes qui parlent de physique quantique en ésotérisme sont des mythomanes. Voilà, point. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire, c'est de la mythomanie, ni plus ni moins. Voilà, les gens ne sont pas physiciens quantiques. Si quelqu'un vous demande, vous donne une explication de physique quantique pour expliquer quelque chose en ésotérisme, demandez-lui s'il a un diplôme de physicien quantique. Si c'est pas le cas, envoyez-le balader. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est dit. Voilà, c'est dit. Ça a besoin de sortir. Voilà. Je le répète à chaque fois, mais ça a besoin de sortir. Merci beaucoup. Mais merci à toi, c'était un plaisir. Je sais pas combien de temps ça nous a duré, mais facile une bonne heure. Oui, je pense. J'espère que vous n'aurez pas trop de mal à écouter. Alors, petit rappel de fin, donc les bouquins d'Arnaud Tully, c'est La Voix du Mage, #1, suivi de Purification, principes et méthodes. Et l'actu du moment, c'est Vampirisme énergétique, identification et protection. Voilà. Également, je vous mettrai en barre d'informations ou un peu partout sur la vidéo, je ne sais pas, les liens qui mènent directement au site d'auteur d'Arnaud Tully. Il commence à y en avoir des sites. Voilà, le site de l'Alliance Magique où vous pouvez commander directement vos livres d'ailleurs, si vous avez envie. L'avantage c'est qu'ils sont dédicacés comme ça. Et en plus, ils sont dédicacés. Et en plus, ça permet à une maison d'édition indépendante de perdurer aussi. Et donc, il y a un site pour l'IFRP également. Tout à fait, c'est ifrp.fr. Voilà, donc on sait que c'est pas encore tout à fait tout bien mis, mais on peut quand même aller jeter un œil. Voilà, on peut quand même aller jeter un œil. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Et oui, quand il y en a plus, il y en a encore.
Vous croyiez que c'était fini, mais pas tout à fait. Arnaud a accepté gentiment de se prêter à un petit jeu que je vous laisse découvrir. Alors on va finir sur un petit jeu plus ludique. Je te propose un petit portrait chinois. Pour que, un petit portrait chinois, qu'est-ce que c'est que ça? Même pas ésotérique, parce que histoire de sortir un petit peu de tout ça. Je te donne, je te dis si tu étais, et tu me dis ce que tu serais. Si tu étais un dessert, qu'est-ce que tu serais? Une tarte aux fraises. Une tarte aux fraises, je l'ai fait extrêmement bien, figure-toi. Ah, moi aussi, c'est pour ça en fait que je dis ça. C'est super amusant parce que j'en ai fait une il y a 2 semaines et elle a fait des émules. Ah. Si tu étais un verbe. Créer. Créer. Si tu étais un super pouvoir. Oh, il y en a plein là. Ah ouais, je sais. En plus, ils sont un peu de notre partie finalement, les super pouvoirs. Ouais. Putain, c'est une question difficile ça. Ouais, je sais. Me téléporter peut-être. Te téléporter. Ça permettrait d'aller visiter tout l'univers. Ouais, ce serait sympa ça. Et pour finir, si tu étais un personnage fictif, j'ai failli te demander un personnage Disney, mais là j'étais quasiment sûre que tu me sortirais le Roi Lion, donc... Ah non, j'ai peur dans le Roi Lion, c'est pas pareil. Non, là, un personnage fictif. Sincèrement, je sais pas du tout. Alors du coup, faisons-le différemment. Est-ce qu'il y a un personnage réel que tu admires tant, qui fait vraiment, pas que tu serais du coup, puisque en personnage réel tu serais Arnaud Tully, c'est déjà pas mal. C'est déjà assez difficile comme ça en tout cas. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'il y a un personnage réel qui t'inspire plus que d'autres? Il y en a plusieurs. S'il y en avait malgré tout un seul à choisir, ce serait Piob. Pierre Vicente Piob. Clairement, c'est un des personnages qui... dont j'ai pas réussi à lire l'intégralité du bouquin, je me suis arrêtée à la moitié. Ouais, mais c'est passionnant. Et surtout, en fait, il a eu une démarche que je trouve extrêmement... qui se rapproche un petit peu de la mienne. C'est-à-dire que globalement, quand donc c'est un personnage de la fin du 19e, début 20e... Autant dire du millénaire dernier. On peut dire ça comme ça, mais ça le vieillit peut-être un petit peu. Disons plutôt du siècle dernier, ça sera suffisant. Qui en fait a réussi à créer la première association d'ésotérisme reconnue d'État, reconnue par le ministère de la Culture à l'époque, enfin, l'équivalent du ministère de l'Éducation, je crois, quelque chose comme ça, qui donnait des cours dans certaines des plus grandes universités, notamment parisiennes. Alors pas directement d'ésotérisme, mais de mythologie, de choses comme ça. Et en fait avait réussi à créer une passerelle par l'histoire, par les mythologies, par la compréhension des peuples antiques. Donc une pierre d'achoppement par rapport à mon propre parcours. Il avait réussi à créer un véritable intérêt et surtout à faire changer les mentalités. Globalement, c'est vrai qu'il avait fait énormément changer les mentalités, notamment du côté scientifique. Alors malheureusement, la Première Guerre mondiale a mis fin à tout ça, puisque la plupart des personnes qui faisaient partie de l'association sont morts pendant la guerre. Voilà, et donc ça a tué un petit peu le projet, mais... Sans mauvais jeu de mots. Oui, là pour le coup, littéralement. Mais c'est vrai que c'était cette volonté également de tout simplement de faire sortir l'ésotérisme du carcan de la rêverie. C'est quelque chose qu'il avait déjà et globalement c'est vrai. Tu t'as bien inspiré pour ton propre parcours. Disons que je me suis surtout retrouvé beaucoup à l'intérieur. J'ai découvert tardivement, j'avais la vingtaine, 22 ans je crois. Autant dire un âge canonique quoi. Oui, voilà, mais bon, disons relativement tardivement proportionnellement. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvé un petit peu dans une mentalité comme celle-là, donc aujourd'hui, s'il y a une personne que j'admire également, enfin vraiment qui a existé, c'est cette personne-là. Bon après il y en a des milliers d'autres. Bien sûr. Et voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.